Bonjour à tous. Merci Nathalie pour cette invitation. Donc effectivement, je suis Lionel Ferraris. Je suis responsable au sein de l'UGAP d'une direction pilotage de l'offre et politique publique. Alors derrière cette appellation, voilà, se cache en fait toute notre politique RSE et notamment la politique d'achat responsable dont nous allons parler plus particulièrement dans l'heure qui vient, et puis également tout ce qui concerne l'organisation de notre programme d'appel d'offres, qui est voilà, un sujet d'ampleur, puisque, comme vous le savez peut-être, l'UGAP a près de 2000 marchés qui tournent, si j'ose dire, en permanence, et que tout ça nécessite l'organisation, bien évidemment, adéquate. Alors, sur le plan des modalités pratiques, effectivement, nous sommes assez peu nombreux. Moi, je ne vois aucun inconvénient, bien au contraire, à ce que vous m'interrompiez. Mais on peut aussi ménager des temps pour vos questions, réactions, notamment après une première partie où je vais vous exposer l'essentiel du corpus réglementaire, parce qu'après, il y a une partie qui va un peu plus dans le détail que je pourrais bien sûr aborder, mais voilà, moi, je pars toujours du principe dans ce type d'intervention que le plus intéressant, c'est d'échanger avec vous parce que je n'ai aucun doute sur le fait que vous faites aussi des choses extrêmement intéressantes et innovantes dans les territoires, que nous sommes complémentaires avant tout avec votre propre action et que nous avons nous-mêmes à l'UGAP beaucoup à nous enrichir de ce que vous faites en local. Donc n'hésitez pas à m'interrompre, à poser des questions, à dire que vous n'êtes pas d'accord. Et c'est de là que nous nous enrichirons mutuellement. Voilà. Donc, ce que je vous propose, bah, c'est de commencer. Alors, voyez-vous mon écran? Marché public éco-responsable, de la contrainte à Oui, l'opportunité. c'est Voilà, c'est bon. bon. D'accord. Alors, on a voulu effectivement élargir un petit peu la perspective sur un webinaire qu'au départ, Nathalie, tu m'arrêteras si je me trompe, on souhaitait orienter sur des considérations essentiellement juridiques. Bien sûr, ce socle juridique, nous allons l'aborder, nous rafraîchir un petit peu la mémoire sur ces sujets-là, notamment la fameuse loi climat résilience qui date maintenant déjà de 2001, mais qui continue à beaucoup agiter la communauté des acheteurs publics et son fameux objectif de généralisation notamment des considérations environnementales. Mais moi, je souhaiterais aussi beaucoup aborder avec vous comment on peut faire de tout ça une opportunité et non pas une contrainte supplémentaire sur le métier de nos acheteurs qui en ont déjà de multiples et dont parfois nous nous plaisons à dire qu'elles sont parfois même un peu contradictoires. Donc voilà, sujet, sujet fort intéressant. Alors, tout à l'heure, Nathalie disait, alors attendez, je vais, voilà, je- ouais. Excusez-moi, c'est les aléas du direct, décidément. J'espère qu'on ne va pas être trop dérangé. Euh, Nathalie disait, mais de quoi parle-t-on lorsqu'on parle marché public éco-responsable, euh, ce genre de choses. Alors, il y a certains éléments qui sont aujourd'hui parfaitement intégrés dans le corpus juridique et notamment dans le code de la commande publique. Lorsqu'on parle aujourd'hui de marché public éco-responsable, de développement durable dans les marchés publics, en ce moment, on entend de plus en plus parler de décarbonation des achats. Moi aussi, je suis intéressé de voir ce que vous percevez comme demande citoyenne aussi dans les territoires sur ces différents angles d'attaque. Ce qui figure en tout état de cause aujourd'hui dans les textes, c'est que bien évidemment, les marchés publics doivent être économiquement efficaces. Ça, c'est notre métier de base à tous. C'est-à-dire, il s'agit bien évidemment de sélectionner l'offre qui présente le meilleur rapport qualité-prix. Hein, c'est le fameux jeu des critères sur lequel on pourra revenir. Sur ce chapitre-là, les marchés doivent promouvoir l'économie circulaire, garantir une rémunération équitable à son prestataire, délicat sujet du poids du critère prix, des marchés publics socialement équitables, donc promouvoir l'insertion des personnes éloignées de l'emploi, tout ça
Nous y reviendrons également. Et le gros sujet, les marchés publics écologiquement soutenables, meilleure gestion des ressources, protéger la biodiversité, etc. La tendance générale, mais que vous connaissez euh, comme moi depuis une bonne quinzaine d'années, c'est que nous sommes passés d'un corpus juridique qui était très prédominant dans le monde de la commande publique à un corpus qui reste très juridique, mais où, comme disait un ancien directeur des affaires juridiques de Bercy, l'acheteur public est d'abord un économiste, est d'abord quelqu'un qui fait un acte économique. Donc là, les sujets économiques sont devenus tout à fait prégnants assez rapidement, depuis déjà une bonne douzaine d'années. Il le reste, mais depuis d'ailleurs aussi quelques années, depuis avant le Covid, on assiste, par le biais d'un corpus réglementaire qui s'est largement fourni, comme on va le voir, maintenant des objectifs, j'allais dire, sociétaux, sociaux, environnementaux, qui deviennent aussi extrêmement importants. Donc, voilà un petit peu sur le côté euh, sémantique, sur le côté général. Alors, il y a un document qui est assez pratique, que je vous recommande, qui est le plan national d'action pour des achats publics durables, dont vous avez peut-être entendu parler également. C'est un document d'orientation qui existe au niveau de l'État, au niveau interministériel, qui couvre les années 2022-2025, qui est un document donc d'orientation, hein, c'est une sorte de plan pluriannuel pour le développement des achats publics durables, qui donc couvre les années 2022-2025 et qui est tout entier orienté pour donner à l'acheteur un certain nombre d'outils, un certain nombre d'indications pour atteindre les objectifs dont on va parler, les objectifs de la loi climat et résilience pour un verdissement, si j'ose dire, notamment de l'intégralité des marchés. Euh, alors, il y a même tout un tas de documentation qui est fait dans le cadre de ce plan national des achats publics durables. Il y a même un petit bouquin d'une vingtaine de pages qui décline les objectifs, de quoi on parle, de quels outils le plan doit doter les acheteurs pour leur permettre d'atteindre les objectifs, etc. Il s'agit donc dans ce plan d'intégrer les dispositions en faveur de la protection et de la mise en valeur de l'environnement, de prendre en compte l'intérêt de l'ensemble des parties prenantes, de réaliser des économies dites intelligentes au plus près du besoin. Alors, bien évidemment, bon, on est dans des documents qui sont des documents d'orientation politique, hein, ensuite qui sont plus ou moins faciles à mettre en œuvre. C'est tout là la difficulté et l'intérêt du métier d'acheteur, bien évidemment, qui intègre toutes les étapes du marché et de la vie du produit ou de la prestation, ce qui est très compliqué parce que ça fait des années que l'on tourne un petit peu autour de ce fameux pot du cycle de vie du produit, de comment on arrive à valoriser ça, à l'intégrer, notamment dans l'analyse des offres des entreprises, c'est aussi assez complexe. Et puis un achat public durable, c'est un achat qui assure une lutte contre le chômage, l'exclusion et la pauvreté. Comme je vous le disais auparavant, on est effectivement sur une prégnance aujourd'hui, j'allais dire des objectifs sociétaux qui sont également qui sont venus donner un éclairage complémentaire au métier d'acheteur. Donc, ce plan national d'action pour des achats publics durables est piloté par une institution qui est rattachée au ministère de l'écologie, mais qui agit en interministériel, hein, qui s'appelle le Commissariat général au développement durable, qui travaille avec la DAE et aussi un petit peu avec nous, l'UGAP, pour décliner ce plan. Euh, voilà pour ce PNAD, pour les intimes. Alors, les deux objectifs phares pour lesquels ce PNAD a été élaboré sont ceux dont vous avez très certainement plus qu'entendu parler, puisque c'est quelque chose qui agite beaucoup euh, la communauté des acheteurs publics depuis bientôt 3 ans maintenant. À un moment, le législateur s'est dit, en examinant les résultats
annuels qui sont parus qui sont parus, qui sont édités, je vais y arriver, excusez-moi, par l'Observatoire économique de la commande publique, hein, qui est une institution placée auprès de Bercy. C'est auprès d'eux que vous, comme nous recensons tous nos marchés, les clauses, etc., les caractéristiques, le nombre de lots chaque année. Et donc, cet observatoire économique de la commande publique, aujourd'hui, comme on l'appelle, fait parvenir chaque année, enfin, publie chaque année des résultats qui avaient du mal à percer véritablement en matière de pourcentage de marchés comportant une disposition sociale et environnementale. Et le législateur a souhaité porter un grand coup, et sans doute qu'il y a réussi, parce que c'est quelque chose qui a fait beaucoup parler, peut-être parce que d'aucuns disent que c'est un objectif trop ambitieux. En tout cas, l'objectif donc de généraliser les considérations environnementales dans la totalité des marchés d'ici 2025. Et enfin je ne vais pas dire généraliser, parce que là aussi, il y a eu beaucoup d'hésitations, de reformulations, etc. En tout cas, de donner un grand coup d'accélérateur également sur les considérations sociales jusqu'à hauteur de 30% des contrats de la commande publique en cours d'année. Alors, ces deux objectifs, pour vous comme pour nous, en tant qu'acheteurs, bon, ce sont des objectifs bien évidemment généraux, génériques au niveau national. Bien évidemment, tout un chacun, nous y participons par le biais du recensement naturel, du recensement annuel, pardon, auprès de l'Observatoire économique de la commande publique. Ce ne sont pas des objectifs sanctionnables, enfin, qui ne sont pas assortis en tout état de cause de sanctions pénales, pécuniaires sur les personnes morales ou que sais-je. C'est pour ça que j'ai bien aimé le titre un peu réajusté du webinaire, c'est-à-dire comment aller de l'obligation à l'opportunité. Certes, il y a maintenant des obligations, euh, voilà, mais c'est des obligations qui sont une perspective, qui ne sont pas des obligations coup près. Nous, aujourd'hui, bon, pour revenir sur notre cas précis, au sein du GAP, nous avions entamé il y a longtemps une dynamique de généralisation des considérations environnementales. Bon, nous savons bien que nous ne serons jamais à 100%, même si aujourd'hui on est au-dessus de 90%, parce que sur certains marchés, voilà, ça ne s'y prête absolument pas, ou alors, si vous voulez pousser vraiment la dynamique jusqu'au bout, ça ferait des choses un petit peu artificielles. Donc, en tout état de cause, le cadre est posé. Voilà, il a été beaucoup débattu et en tout état de cause, maintenant nous sommes tous dans cette dynamique-là et on verra un petit peu plus loin ce que cela recouvre précisément. Alors, je peux d'ores et déjà dire ce que ça recouvre précisément. Euh, considération environnementale ou considération sociale. Nous avons fait partie des institutions qui ont, dans le cadre de de la consultation publique préalable à la loi climat résilience, qui ont été plus particulièrement auditionnées. Nous faisons partie des institutions qui ont plaidé pour qu'on élargisse à la considération d'une façon générale et qu'on ne fasse pas peser trop de contraintes sur les acheteurs, qui sur les critères, qui sur les clauses, etc., etc. On va le voir un petit peu plus tard dans les différents instruments qui sont à votre disposition. Il y a des instruments qui sont plus ou moins faciles à manipuler. Nous privilégions beaucoup les clauses et les objets de marché, parce que nous faisons de plus en plus de marchés dont l'objet même est de fournir des prestations ou des fournitures, par exemple, qui font appel à des considérations spéciales en termes d'environnement, sans que pour autant il y ait des critères précis. Donc nous privilégions le tandem objet de marché clause davantage que critère. Le critère, comme vous le savez, c'est quelque chose qui implique que nous soyons en capacité de faire une gradation dans le jugement que nous portons sur les offres, ce qui est plus compliqué, qui peut porter davantage le flanc à la critique, etc. Donc, ce qui ne veut pas dire qu'on ne le fait pas, mais on le fait dans une moindre mesure. Donc voilà pourquoi, mais nous n'avons pas été les seuls à plaider en ce sens, voilà pourquoi il s'agit de considérations et non pas spécifiquement de clauses ou de critères.
Mais le corpus réglementaire s'est aussi renforcé sur d'autres sujets, même si nous sommes tous très focalisés sur les suites de la loi climat et résilience. Il y a aussi deux lois qui sont intervenues, mais de façon très séquencée, car les décrets d'application arrivent parfois avec un certain décalage, voire des décrets arrivent qui modifient des dispositions précédentes tout en restant sous l'empire d'une même loi. À ce sujet-là, il y a essentiellement deux textes. Le premier sur lequel je vais passer très vite parce que je le connais très peu, nous ne le pratiquons pas à l'UGAP, c'est tout ce qui concerne les achats d'alimentation euh, qui ont été, dont certains sujets ont été précisés par la loi Egalim, mais y compris sur d'autres dispositions réglementaires. Vous le savez sans doute pour le pratiquer, ce qui encore une fois n'est pas notre cas, sur les achats d'alimentation, ça fait partie des sujets sur lesquels l'acheteur dispose de davantage de leviers, notamment pour favoriser un achat de proximité, ce qui est très délicat sur les autres sujets. Bon, nous ne sommes pas sur ces sujets-là, et sans doute que c'est aussi sur ce type de sujet que nous pouvons faire jouer une complémentarité avec votre propre travail. Sur la loi AGEC, alors ça aussi, ça a fait beaucoup parler, ça fait encore beaucoup parler aujourd'hui dans, dans la communauté des acheteurs. C'est-à-dire que bah, c'est la fameuse loi qui, entre autres choses, enfin, notamment dans son fameux article 58, que, que nous sommes beaucoup à avoir ressassé dans tous les sens, cet article 58 dispose que les acheteurs doivent acheter une part minimale de produits issus du réemploi, du reconditionnement ou de la seconde main. Donc, c'est un sujet sur lequel nous, UGAP, faisons certaines choses, dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Ça fait partie aussi des sujets qui sont très discutés dans la communauté des acheteurs publics et dans le monde industriel, parce que précisément, l'amont industriel n'est pas toujours au rendez-vous. Et que parfois, sur ces sujets-là, là aussi, il faut savoir faire jouer une complémentarité entre achat national et achat local, euh, qui, je pense, est la plus génératrice de valeur pour nous tous. Donc, pour résumer, nous avons effectivement un cadre juridique qui s'est considérablement renforcé, précisé. Les dispositions de la loi, notamment climat résilience, ont été intégrées, bien évidemment, dans le code de la commande publique. Maintenant, il est effectivement clairement évoqué que la commande publique participe à l'atteinte des objectifs de développement durable, que ce soit dans la dimension économique, sociale, environnementale. Voilà, tout ça aujourd'hui est parfaitement clair et clairement identifié comme étant un objectif du métier d'acheteur. Et là aussi, on dit qu'on passe d'une logique d'engagement volontaire à une logique d'obligation. Oui, 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 oui. Sur le plan formel, on est dans un dispositif d'obligation. Moi, je pense que tous les acheteurs, mais ce sera intéressant d'échanger avec vous sur ce plan-là, la plupart des acheteurs s'étaient déjà engagés euh, dans la dynamique et le sujet, c'est pas tant comment je remplis une obligation que comment je m'en sers pour faire des achats qui ont un sens sur mon territoire. Voilà. Et puis, la dernière venue, sur tout ce corpus réglementaire déjà très fourni, sur laquelle on a pour l'instant un petit peu un petit peu moins de recul, mais dont on pourra parler également si vous le souhaitez. C'est la loi Industrie verte de 2023, bon, qui change un certain nombre de choses dans les SPASER, hein, les schémas de promotion des achats socialement et écologiquement responsables, à laquelle un certain nombre d'entre vous sont soumis comme nous. Et il y a une petite nouveauté qui pose aussi question. Alors, ce n'est pas vraiment une obligation, même au sens formel, puisque c'est une faculté complémentaire qui est laissée à l'acheteur public. Vous savez que dans le monde de l'achat public, il y a un certain nombre de motifs d'exclusion, c'est-à-dire, on dit dans notre consultation, telle et telle entreprise qui se pose dans tel et tel cas ne peut pas participer à la consultation.
Vous avez deux catégories de motifs d'exclusion, des motifs d'exclusion qui sont obligatoires et des motifs d'exclusion qui sont laissés à la main de l'acheteur, du moment qu'il l'inclut, enfin qu'il l'affiche très clairement, bien évidemment, dans sa consultation. Et la loi Industrie verte a offert aux acheteurs cette possibilité supplémentaire d'exclure des entreprises qui, bien évidemment, si elles sont concernées en termes de seuil, c'est notamment les entreprises de plus de 250 salariés, a offert aux acheteurs la possibilité d'exclure ces entreprises si elles n'ont pas réalisé leur bilan de gaz à effet de serre. Alors, ce qui pose un certain nombre de sujets également, parce que théoriquement, les entreprises qui sont soumises à cette obligation doivent déposer leur bilan de gaz à effet de serre sur une plateforme à l'ADEME. Cette plateforme à l'ADEME est très, 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 très peu utilisée, c'est-à-dire il doit y avoir quelques centaines, et je suis très optimiste, d'entreprises qui l'ont déposé. La quasi-totalité des dizaines de milliers d'entreprises en France ne l'ont pas fait. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas fait un bilan de gaz à effet de serre. Donc, si on fait peser cette contrainte-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on demande une attestation sur l'honneur? Comment on se met en situation de prouver que c'est bien parfois notre difficulté sur ce sujet-là, sur d'autres sujets, bien sûr. Une dernière obligation, alors là sur laquelle je vais passer très très vite, sauf si vous le souhaitez. Nous l'avions regardé de très très près au sein de l'UGAP parce qu'il y avait une certaine ambiguïté sur ça nous concernait ou pas. Et puis, à y regarder de plus près, nous avons maintenant la certitude que nous ne sommes pas concernés. Euh, J'ose vous dire que nous sommes plutôt heureux de ne pas être concernés parce que c'est un dispositif extraordinairement lourd qui de toute évidence n'est adapté que pour les grandes entreprises. Voilà, on n'est pas sûr que que les dates de déclenchement des différentes obligations soient respectées, tellement voilà, beaucoup d'entreprises disent que tout ça est beaucoup trop lourd voilà, pour beaucoup de sociétés. En gros, c'est un dispositif qui consiste à faire des tableaux très compliqués à double entrée en fonction de votre propre politique de RSE et la politique de RSE de toutes les parties prenantes au sens large, fournisseurs mais pas que, et de voir comment tout cela interagit, comment on tire tout ça vers le haut, etc. Bon, c'est très compliqué, je passe rapidement, sauf si vous souhaitez que nous en reparlions. Alors, bah, écoutez, sur le côté strictement juridique, je vous ai dit l'essentiel de façon assez rapide. Après, voilà, nous avons prévu de rentrer un peu plus dans le détail de comment nous pratiquons à l'UGAP, d'autres dispositions de la loi climat résilience notamment, et des obligations qu'elle pose. Voilà, pour revenir sur la méthode de travail de ce webinaire que posait en préambule Nathalie, d'ores et déjà, si vous souhaitez, nous pouvons faire une petite pause pour un premier échange. Si vous avez des questions, c'est le moment. Oula, je vais trop vite dans mon déroulé. Est-ce que, voilà, c'est ce que je vous dis, j'imagine, bon, vous êtes très connu sans doute. Est-ce qu'il y a des points que vous voulez un peu plus développer sur cette première partie? Sinon, on continue. Oui, d'accord. Il y a peut-être des aspects juridiques qui méritent d'être développés, je ne sais pas. Non. Bon, eh ben, écoute, Bah, écoute, on va y on aller, va hein. continuer à dérouler. Ah, Attends. si, une petite question sur le chat. Je vois Oui, ça. non, c'est juste Ah, Isabelle. Bonjour Isabelle, l'île-et-Vilaine qui nous dit c'est très clair. merci. Alors on continue? Bien, nous continuons. Alors, nous, dans ce panorama-là,
Que faisons-nous et que proposons-nous aux collectivités territoriales? Alors, il ne s'agit pas là de faire la promotion de l'UGAP. Je ne suis pas sûr d'ailleurs d'être le mieux positionné pour le faire. Peut-être simplement pour vous dire, et là vous avez quelques éléments qui sont aussi des éléments juridiques tout à fait basiques, sur le fait que nous agissons bien évidemment dans le cadre de la réglementation de la commande publique. Peut-être une précision qui est relativement moins connue, euh, mais sur laquelle je pense qu'il faut peut-être quand même revenir très rapidement pour vous aider à distinguer ce que l'UGAP fait par rapport à d'autres acteurs de l'achat mutualisé et par rapport à d'autres centrales d'achat. Vous savez sans doute qu'il y a dans le cadre de la réglementation européenne deux types de centrales d'achat. Une centrale d'achat dit grossiste, euh, et puis des centrales d'achat qui mettent à disposition de leurs clients des supports juridiques. La quasi-totalité des centrales d'achat qui existent sont des centrales d'achat de la deuxième catégorie, c'est-à-dire des centrales d'achat qui passent par exemple des accords cadres et qui mettent à disposition de leurs clients, des collectivités, des hôpitaux, des ministères, des marchés subséquents ou des bons de commande qui vont leur permettre de s'adresser directement aux fournisseurs sans bien évidemment être soumis à la mise en concurrence initiale. Ça, c'est ce que l'on appelle un petit peu dans notre jargon la centrale d'achat non exécutée, c'est-à-dire la centrale d'achat n'exécute pas les marchés, c'est la collectivité bénéficiaire qui exécute les marchés, qui passe le bon de commande ou le marché subséquent auprès du fournisseur, le cas échéant redéfinit son besoin dans le cadre défini dans l'accord cadre, et qui fait son affaire de l'exécution du marché, des sujets de qualité de service, de suivi et de facturation. Euh, et puis, il y a un organisme qui, en France et peut-être même en Europe, parce que parfois nous échangeons avec nos homologues européens, il y a un organisme qui est dans l'autre catégorie, qui est l'UGAP. Donc, notre serviteur et surtout ses 1400 collègues, qui donc agissent de façon à l'instar d'une centrale d'achat grossiste. C'est-à-dire que nous achetons auprès des fournisseurs et nous vous le revendons. C'est-à-dire que lorsque vous vous adressez à nous, vous ne passez pas un bon de commande auprès du fournisseur, mais auprès de l'UGAP. Ce qui veut dire que nous gérons l'exécution du marché et notamment le volet facturation. Si j'insiste un petit peu là-dessus, c'est parce que ça a un impact sur le sujet du webinaire de ce jour, parce que du fait que nous sommes au courant forcément dans notre logiciel de gestion de tout ce qui est acheté et vendu, nous pouvons vous restituer la totalité, notamment des caractéristiques RSE, environnementales ou sociales, de ce que vous achetez auprès de la centrale d'achat. Euh, voilà. Ce qu'évidemment une centrale d'achat qui opère en non exécuté ne pourra pas faire puisqu'elle ne sait pas ce qui est commandé entre vous et le fournisseur. Donc, cela veut dire très concrètement que les collègues de notre réseau commercial sont en situation, alors demain, ça se fera de façon quasi automatique, vous pourrez le faire de façon quasi automatique sur le site de l'UGAP, ce n'est pas encore possible, ça devrait être le cas d'ici la fin de l'année. Euh, les collègues du réseau commercial sont en situation de vous restituer chaque année les marchés concernant des dispositions environnementales ou sociales que vous avez sollicitées, le cas échéant, le nombre d'heures d'insertion que vous avez généré euh, en sollicitant les marchés du GAP, et surtout, et c'est un très très gros travail, et peut-être on aura l'occasion d'échanger sur votre propre expérience sur ce sujet, nous sommes en situation également de vous restituer par exemple la quantité d'articles, article 58, loi AGEC, que vous avez acheté chez nous, pour que le cas échéant, vous puissiez les agréger à vos propres achats de façon à vous faciliter le suivi de vos propres objectifs sur ce plan-là. Voilà un petit peu cette plus-value que nous souhaitons apporter, du fait que nous sommes une centrale d'achat un peu particulière par rapport à toutes les autres. Et enfin, pour finir sur ce sujet-là,
Je disais, je crois, en début d'intervention, que nous souhaitons faire jouer une vraie complémentarité avec vous. Ce qui nous frappe, notamment sur la loi AGEC, c'est que, bon, du fait que nous sommes une centrale d'achat nationale, que nous essayons d'allotir le maximum, mais que tout ça a une certaine limite, puisque vous savez que l'allotissement, c'est une charge très lourde et que nos acheteurs ne sont pas plus duplicables que les vôtres. Euh, Nous savons que sur la loi AGEC notamment, il y a des entreprises, notamment des entreprises tout à fait remarquables du secteur de l'économie sociale et solidaire, que nous, en tant que gros acheteurs nationaux, nous ne pouvons pas capter, ou nous captons difficilement via nos fournisseurs de rang 1, via nos titulaires. Euh, voilà, sur ces sujets-là, euh, bien souvent, et c'est pour ça que nous sommes très modestes et qu'il faut d'abord jouer la complémentarité entre nous, euh, bien souvent dans les territoires, vous faites au moins aussi bien que nous. Donc, voilà, je crois que c'est important de le souligner. Alors, ensuite, oui, je le disais, l'idée là, c'est de reposer des choses un peu plus précises, mais on pourra revenir beaucoup plus en détail si vous le souhaitez. La loi climat et résilience est un petit peu prolixe sur effectivement les nouvelles obligations qui pèsent, euh, qui pèsent sur les acheteurs. Donc, elle prévoit notamment l'obligation de prendre en compte des objectifs de développement durable au stade de la détermination de la nature et de l'étendue du besoin par l'acheteur. Voilà, dès la phase de formalisation du besoin. Bon, voilà. Parfois, on a résolu ce sujet-là en disant l'idéal, c'est de l'inclure dès l'objet du marché. Hein. Voilà. Quand on demande dans l'objet du marché des motorisations propres sur l'ensemble de notre gamme euh, transport collectif ou véhicule industriel, voilà, et effectivement, après, nos différents fournisseurs peuvent le vérifier tout au long de nos cahiers des charges, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est posé d'ores et déjà en tête, si j'ose dire, de nos documents de consultation. Alors, un autre point, effectivement, qui est important, mais qui là aussi, moi je mettrais plutôt ça dans le chapitre des choses qui ont clarifié des pratiques qui déjà se faisaient. L'obligation pour les acheteurs de retenir au moins un critère d'attribution prenant en compte des caractéristiques environnementales de l'offre. Là aussi, bon, ça fait partie des choses qui se faisaient de plus en plus. On s'aperçoit notamment par rapport aux anciennes dispositions du Code de la commande publique que tout bien pesé, cette obligation revient surtout à empêcher le recours aux critères prix uniques. Bon, ou si critère prix unique il doit intégrer des éléments de coût global. Bon, de toute façon, c'était d'ores et déjà rarissime. Chez vous aussi, je pense que le critère prix était le critère unique et ça fait très longtemps que la plupart des acheteurs publics sont sortis de cette logique du moins 10 ans, qui peut peut-être s'entendre sur des choses, sur des fournitures très standardisées et encore, à ma connaissance centaines de procédures, il n'y en a plus aucune qui est comme ça. Et je pense que c'est très rare d'une façon générale dans le monde de l'achat public. Ensuite, sur les conditions d'exécution, donc c'est toujours le fameux article 35 de la loi climat et résilience qui est resté dans dans la mémoire de beaucoup des acheteurs publics, un petit peu comme l'article 58 de la loi AGEC. Les acheteurs doivent désormais fixer dans leur contrat des conditions d'exécution prenant en compte des considérations relatives à l'environnement. C'était prévu auparavant, c'était à la discrétion de l'acheteur. Maintenant, ça fait partie des obligations. Là aussi, toutes ces dispositions-là, qui certes précisent les choses, sont beaucoup moins, j'allais dire révolutionnaires, le mot est un peu lourd, ont moins secoué la communauté des acheteurs que l'objectif de généralisation des considérations environnementales dans les marchés. Voilà, c'est plutôt
la philosophie de toutes ces dispositions, c'était plutôt de mettre des sortes de vigies et de points d'attention à l'acheteur sur les différents stades d'élaboration de sa consultation. Mais bon, voilà. Ensuite, conditions d'exécution sur les sujets sociaux. Alors là, c'est euh, c'est quelque chose que le législateur a mis au-dessus des seuils européens, pourquoi pas. C'est un domaine sur lequel, mais là aussi, ça peut faire l'objet d'une discussion entre nous. Nous, notre politique, mais encore une fois, qui n'a pas valeur d'exemple, hein. C'est quelque chose qui est adapté à nous, qui ne l'est peut-être pas à vous, hein. Donc voilà. Nous, notre politique a été, chaque fois que c'est possible, d'insérer une clause sociale d'insertion. Euh, Vous connaissez la mécanique, hein, qui consiste à demander à nos prestataires de consacrer tant de pourcentage de la force de travail qu'ils vont engager dans l'exécution de notre marché à la remise au retour à l'emploi d'un certain nombre de personnes qui répondent à des critères très précisément définis dans une circulaire de la DGAFP comme étant personnes éloignées de l'emploi. C'est un dispositif qui a maintenant une bonne vingtaine d'années d'ancienneté, qui est parfaitement éprouvé. Nous avons pu conventionner avec Alliance Ville Emploi, hein, qui est la tête de réseau des facilitateurs des clauses sociales que vous connaissez sans doute, puisque beaucoup sont placés d'ailleurs au plus près des collectivités territoriales. Et ce sont des personnes qui font un boulot absolument remarquable. C'est quelque chose qui marche souvent très bien. Nous, ça nous permet de dire notre performance sociale est attestée par un tiers de confiance qui est unanimement reconnu. Et c'est quelque chose qui nous permet d'avoir un suivi très précis euh, de ce que nous faisons sur ce, sur ce sujet-là. Euh, voilà. Alors, mais là aussi, je suis modeste parce que ce que nous faisons, nous étions l'année dernière à peu près 400 milliards d'insertions générées par les marchés de l'UGAP. Alors, générées par les marchés du Gap grâce aux clients, hein, parce que c'est vous, collectivité, qui nous permettez d'enclencher cette dynamique sur vos territoires. C'est Nous ne sommes pas du tout sur des marchés de BTP, comme vous le savez, hein, sans doute. Nous ne sommes pas ni sur l'alimentation, ni sur le BTP, ni sur le médicament, ni sur l'armement. Euh, le gros sujet sur le sujet des clauses d'exécution sociale, c'est que nous ne sommes pas dans le BTP, qui est le domaine par excellence où la clause sociale d'insertion est née et où elle génère le plus d'heures d'insertion. Donc, comme disent nos partenaires d'Alliance Ville Emploi, nous servons surtout à étendre le domaine des clauses sociales en dehors du domaine du BTP et nous y arrivons, y compris sur des sujets un peu compliqués, parfois de type prestations intellectuelles ou de type mobilier, les industriels du mobilier qui aujourd'hui commencent à être habitués à ce type de dispositif. Voilà, alors moi, ce sur quoi j'aurais voulu insister également, et puis avant, j'espère, d'échanger avec vous, c'est que tout ça, donc voilà, il y a effectivement un corpus réglementaire qui s'est bien enrichi ces dernières années, qui s'est précisé, qui a inscrit dans le marbre des pratiques qui étaient en cours et qui étaient de toute façon permises, hein, puisque tout ce qui n'est pas dans la loi est permis par définition. Euh, euh, Ce corpus est une chose, les obligations, bien évidemment, sont là. Pour autant, le sujet n'est pas tant, me semble-t-il, d'exécuter une obligation qui, de toute façon, n'est pas sanctionnée. Le sujet, c'est comment fait-on de cette obligation quelque chose qui amène un plus dans les achats, dans nos achats, voilà, d'une centrale d'achat comme nous, dans vos achats dans les territoires. Ça veut dire d'abord quelque chose qui, mais ça tombe sous le sens, mais c'est des choses qu'il faut savoir répéter parce que parfois, chez nos clients, chez nos prescripteurs, des fois, il y a des portes ouvertes qu'il faut savoir enfoncer. Il nous arrive encore parfois, ça vous arrive sans doute aussi,
d'entendre je suis réticent sur ces sujets-là parce que ça va me dégrader le prix, je suis réticent sur ces sujets-là parce que j'ai peur que mes fournisseurs ne répondent pas. Voilà. Donc, évidemment, ces sujets-là sont destinés à amener un plus dans la façon d'acheter. On en parlera, ça complique peut-être un petit peu le métier d'acheteur qui l'est déjà beaucoup. Euh, Nous, ce dont on s'aperçoit, c'est que ça ne dégrade pas, mais au niveau global de notre périmètre, qui encore une fois n'est pas le vôtre. Donc, ça peut être un sujet de discussion avec vous. Ce dont on s'aperçoit, c'est que ça ne dégrade pas la compétitivité prix, que ne serait-ce que parce que beaucoup de fournisseurs, de toute façon, sont déjà engagés dans une politique très volontariste sur ce sujet-là, parce que c'est la demande qui de leurs partenaires, qui de leurs actionnaires, qui de leurs salariés. Euh, et la meilleure façon pour prévenir ces risques éventuels aussi, et c'est ce qu'on peut recommander, euh, en tout cas nous, on s'aperçoit de la plus-value de cette façon de faire, c'est d'aborder ces sujets, y compris bien évidemment dans la phase de sourcing. Euh, voilà, le sourcing ou sourçage, comme disent les juristes de la direction des affaires juridiques de Bercy, qui est une pratique là aussi qui était autorisée sans être forcément formalisée depuis très longtemps. Maintenant, elle est nommément permise de façon à lever les plus grandes craintes depuis le dernier code de la commande publique. Il faut aborder ces sujets-là pendant la phase de sourcing de façon à s'assurer que les fournisseurs peuvent faire. Nous n'avons pas forcément la science infuse. Les fournisseurs, très souvent, je le dis, nous surprennent et ne nous attendent pas parfois pour faire un certain nombre de choses tout à fait remarquables. Donc voilà, et vous-même dans les territoires, vos propres entreprises de proximité, sans doute, ont déjà une politique très très engagée et vous permettront de faire pour reboucler la boucle de ces obligations, de ces contraintes, une nouvelle opportunité. Voilà ce que je pouvais vous dire brièvement, avec la lourde tâche d'intervenir juste après le déjeuner.